Pas faire des adeptes non plus de l'astrologie, ils ont d'autres choses à faire les dents. Mais, ah ben non, écoutez, je vais vous dire une chose. Ces gens-là, ils sont spécialistes d'eux-mêmes. Donc c'est la personne qui vient vous voir, elle est censée être spécialiste d'elle-même, hein, au moins, c'est-à-dire de son propre cas. Bon. Et bon, donc finalement, c'est elle-même, elle est spécialiste, par exemple, si c'est Monsieur Dupont-Georges, il est spécialiste de Dupont-Georges. Si c'est Cécile Henrion, elle est spécialiste de Cécile Henrion. Bon, donc vous leur fournissez un outil qu'ils vont utiliser sur leur domaine de spécialité de compétence qui est eux-mêmes. Et cette compétence, vous ne l'aurez jamais à leur place. D'abord, les gens ils viennent pas pour apprendre l'astrologie quand ils viennent consulter un astrologue, mais pour des réponses bien précises, toujours leur existence et des éléments extrêmement précis, soit en rapport avec leur relation amoureuse, etc. Oui, il pourrait très bien chercher, pour pouvoir répondre à cette question-là. De toute façon, écoutez, Gilles, on est bien d'accord, on sait très bien comment les gens aujourd'hui se comportent. On n'est pas en train de valider le comportement actuel des gens qui viennent voir l'astrologue. On est en train de réfléchir à ce qui pourrait être. Évidemment, on sait très bien comment ça se passe. Mais on pourrait aussi souhaiter que ça se passe autrement. Non, je pense qu'il faut être humble et honnête vis-à-vis des gens. Je veux dire qu'on n'a pas imposé un savoir, quel qu'il soit, à une personne. Ce que la personne vient chercher, ce n'est pas un savoir, c'est quelque chose en rapport avec une question qu'elle pose, ou plusieurs questions qu'elle se pose, ou pour quelqu'un d'autre. Mais il faut savoir. Regarde dans le domaine alimentaire, par exemple, les gens suivent des séminaires, et quand ils ont terminé le séminaire, eh bien, ils appliquent des règles alimentaires, ils connaissent parfaitement les règles alimentaires qu'ils vont utiliser. Oui, ça j'entend bien. Eh bien, on peut très bien imaginer des séminaires où les gens apprennent véritablement nombre de lois astrologiques et qu'après ils les appliquent à leur propre cas. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les écoles d'astrologie, a priori. Oui. Non, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que les personnes qui ont voulu faire après de l'astrologie, après m'avoir rencontré, en ont fait. Et ceux qui n'ont pas voulu en faire, n'en ont pas fait. Donc, je veux dire, il faut quand même laisser la marge de manœuvre. Personne. Non, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'à partir du moment. La liberté est grande. Non, mais la question n'est pas là. La question, c'est qu'à partir du moment où je ne laisse pas une personne compétente parler d'un certain sujet, et bien à ce moment-là, on ne peut pas en parler du sujet en question. C'est aussi simple que ça. Ou bien je mets l'astrologie au service de quelqu'un de compétent, ou bien alors je ne peux pas moi-même me remplacer la personne compétente. Donc c'est une fin de non-recevoir. C'est-à-dire que si j'ai un outil, ou bien je veux résoudre un problème, ou bien la personne qui est capable de résoudre le problème prend connaissance de l'outil, et à ce moment-là, on peut avancer, ou bien elle ne veut pas, et à ce moment-là, c'est pas moi qui vais l'aider à trouver la solution. Je ne peux pas résoudre le problème de quelqu'un si je ne suis pas cette personne-là. C'est bien. Bon, alors donc par conséquent, c'est une fin. À partir de ce moment-là, l'astrologue se trouve dans une situation ingérable, puisqu'il va se trouver à résoudre des problèmes dans des domaines où il n'est pas compétent. Non. Il est compétent en astrologie, mais il n'est pas compétent dans les domaines où il veut appliquer l'astrologie. Ça, je ne comprends pas votre argument. Vous avez dit vous-même qu'il fallait savoir tout, que l'astrologue devait tout savoir sur tous les sujets. J'ai pas dit qu'il faut savoir tout, mais un minimum de choses qui permettent d'avoir une certaine sagesse. Par exemple, j'habite dans le Mozambique et je vous demande des renseignements sur le Mozambique du point de vue de l'astrologie. Si vous ne connaissez rien au Mozambique, comment vous allez pouvoir m'aider? Je ne vous répondrai pas. Je vous dirai que je ne sais pas, monsieur. Ben voilà. Eh bien c'est pareil. Si par exemple quelqu'un, alors si vous rencontrez une personne, vous pouvez dire, je mets l'outil astrologique au service de gens qui connaissent le Mozambique. Ce qui n'est pas mon cas. Quand on ne peut pas répondre à une question parce qu'on n'a pas la connaissance pour, c'est très simple. On essaie de conseiller une personne un astrologue n'est pas tout seul, il doit aussi savoir orienter une personne vers une autre personne qui est compétente. À ce moment-là, si une personne vient vous voir, est-ce que vous êtes compétent, est-ce que vous êtes spécialiste de tous les gens qui vous rencontrez? Pas du tout. Une personne quelconque qui vient vous voir, vous n'êtes pas expert de cette personne parce que vous ne la connaissez pas. Il y a qu'elle-même qui se connaît, ou même éventuellement son entourage. Donc vous allez dire, je ne suis pas compétent pour vous parler de vous-même. Non, ça c'est la personne qui décide de ma compétence.
Ah non, mais ça, c'est peut-être elle décide par distraction ou par inadvertance. Non, par rapport à ce que je lui dis, si ça correspond à si je l'aide ou si je ne l'aide pas, si ça correspond à quelque chose qui peut l'aider dans son existence, la compétence, c'est quelque chose de pratique, c'est-à-dire si je peux répondre à sa question et si elle la vérifie, ça se vérifie ensuite. Autrement dit, je vais vous raconter une histoire. Oui. Ma cousine, j'ai une cousine, il y a longtemps que je ne l'ai pas vue, mais j'ai une cousine du côté de ma mère et qui, je la voyais jamais, enfin depuis de nombreuses années. Elle avait appris par ma maman que j'étais astrologue et elle avait un problème assez important, donc elle ne trouvait pas la solution. Donc elle m'a fait venir chez elle, par l'intermédiaire de ma maman, et puis j'avais été donc la voir sur la question suivante. Son enfant a été enlevé par son mari. Oui. Et elle avait donc elle portait plainte et Interpol cherchait son mari parce qu'il était parti avec les sous d'entreprise et en même temps son enfant. Il était parti en Amérique latine. Il avait retrouvé, Interpol avait trouvé qu'il était en Amérique latine, mais il ne savait pas où. Et donc elle me pose la question suivante, elle me dit, voilà, j'ai trouvé peut-être une solution, il y a un journaliste qui m'a proposé de partir avec moi, on va faire une enquête, on va faire un reportage en Amérique latine, et pendant ce temps-là, on essaiera de trouver mon enfant où il se trouve. Est-ce que c'est possible? Je regarde bien la question, j'entends bien la question, et je regarde. J'y réfléchis à peu près une demi-heure, sans répondre. Et au bout d'une demi-heure, je dis la chose suivante. Je dis, il y a deux choses possibles. Tu vas en Amérique du Sud, tu vas faire un voyage, tu auras une aventure extraordinaire, tu partiras avec un journaliste, et tu vas, etc. Si c'est une question uniquement pour ton enfant, c'est différent. Tu recevras tel jour de tel mois une lettre de ton enfant. C'est pas moi qui choisis de ça de la personne. C'est à elle de choisir. Elle a choisi de ne pas aller. Elle aurait pu vivre une aventure et ne rien trouver. Qu'importe. Elle aurait peut-être de ce fait pas reçu la lettre, je ne sais pas. Mais elle a choisi d'attendre et de ne pas faire. Elle a reçu le jour même, le jour indiqué, une lettre qui est passée par sa maîtresse d'école qu'elle avait donnée et envoyée et qui lui indiquait la situation où elle se trouvait exactement. Elle a retrouvé son enfant comme ça sans y avoir été. Mais c'était à elle de faire son destin. Moi j'avais la solution double. Je ne lui interdisais pas d'aller là-bas. Mais je lui dis, ben, si tu ne veux pas y aller là-bas, moi je te dis ceci. Et ça s'est avéré exact. Mais alors, on vous dira, est-ce que ça relève de l'astrologie? Oui, c'était un calcul astrologique très précis. À ce point-là, on peut avoir des doutes quand même. Hein. Un jour, j'avais essayé de voir s'il y avait. C'est pas des doutes, c'était des réalités. Sur plusieurs années, vous savez, c'est pas simple de trouver le jour où vous recevez une lettre de votre enfant qui vient d'Amérique latine. Non. C'est pas un hasard, c'est autre chose. Eh oui. Bon, c'est une précision astrologique. Ouais. Donc, pourquoi? Parce que quand on met son outil de l'intelligence et de la conscience et votre amour placé dans l'outil astrologique, votre conscience et votre amour va bien utiliser cet outil pour donner la meilleure réponse à une personne. C'est pas uniquement d'outils, c'est même pas une question d'intelligence, c'est une question plus générale d'une globalité qui répond à une personne. Enfin, si je comprends bien, Gilles Fonfrène, vous ne voulez pas que l'astrologie soit mise dans toutes les mains. Vous ne voulez pas que tout le monde connaisse l'astrologie. Chacun a le droit de faire l'astrologie qui lui convient. Non, mais on peut très bien considérer que c'est une... par exemple, les gens doivent savoir se servir d'un téléphone. Vous pourrez toujours imaginer que normalement, quelqu'un doit se servir de l'outil astrologique. C'est pas réservé. Pour l'instant, on a l'impression que c'est comme réservé à une caste particulière, qui est la caste des astrologues. Ce sont eux qui ont le monopole de l'exercice de l'astrologie. Et que vous retombez un peu comme le monopole d'exercice de la médecine aux médecins, les astrologues auraient le monopole de l'exercice de l'astrologie.
ce serait une sorte de revendication corporative. L'astrologue, il a un métier, il a une spécialisation qui est l'astrologie. C'est d'ailleurs assez comique, le mot spécialisation de l'astrologie, puisque finalement, c'est un outil qui exige justement d'être mis au service des spécialistes des différents domaines. Il y a une espèce de contradiction dans les termes. L'astrologue, c'est comme si je suis un ingénieur qui fabrique des moteurs. Bon, je fabrique des moteurs. Maintenant, ces moteurs, on les utilise pour toutes sortes de machines. Je ne suis pas responsable. Que les gens utilisent le moteur comme ils veulent, c'est pas mon problème. Je laisse tout le monde se servir de moteur comme il l'entend. Maintenant, je ne suis jamais défini comme astrologue, mais comme psychoastrologue. C'est connaissance de l'esprit et la connaissance... Et par exemple, quand vous parlez des incendies en Russie, vous vous situez dans un domaine qui est très particulier. Je ne sais pas si vous êtes spécialiste des incendies en Russie ou de ces questions-là. C'est ça le problème. Est-ce que ça vaut la peine de mordre sur le terrain, comme ça, ponctuellement, d'une discipline qu'on ne connaît pas bien et dont on ne peut pas savoir exactement quels sont les enjeux? Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Quand on est sincère, on ne doute pas. Quand on ment, on peut douter. Non, mais ça, c'est pas la question. La question, c'est que moi, je suis pour que l'astrologie soit mise à la disposition de tous. Et qu'elle ne soit pas réservée aux astrologues. Seulement les astrologues, eux, ils ont la responsabilité de la qualité de l'outil. Si pendant plusieurs années, j'ai passé mon temps à enseigner l'astrologie gratuitement, pendant 3 ans et quelques, pendant toutes les semaines, au Gai-Savoir à Nantes, des centaines de gens sont venus, et des centaines, quelques milliers peut-être, des centaines de gens sont passés. C'était pour effectivement ouvrir cette connaissance à tous les êtres gratuitement. Oui. Et j'y passais beaucoup de temps parce que je donnais mon existence pour ça aussi. Et parce que ma vie n'avait pas que d'être un astrologue. Et donc j'y ai passé un temps pour que ça se passe au niveau populaire, que tout le monde, qui ait de l'argent, pas d'argent, qui soit jeune, athée ou pas. Mais ça ne concernait, comme vous l'avez dit, que quelques centaines de personnes. Là, on parle d'un outil qui doit être mis à la disposition de millions de personnes. Oui, mais attendez, je ne suis pas capable de fournir ces outils. Pourquoi pas? Vous pouvez très bien écrire un texte. Pourquoi l'écriture, ça n'existe pas? Vous êtes obligé d'avoir un enseignement oral? Oui. Moi, je suis pour l'enseignement direct et oral. Oui, mais enfin, il y a beaucoup de choses qui se transmettent. Est-ce que les gens qui savent utiliser un téléviseur ou un ordinateur, ils ont forcément été sur un enseignement oral? Il y a des modes d'emploi. Tout le monde, aujourd'hui, il y a des centaines de millions de gens qui savent utiliser un ordinateur portable ou un téléphone portable. Ils n'ont pas suivi des séminaires tous autant qu'ils sont. Si l'outil est, le propre d'un outil, c'est que s'il est suffisamment pratique, on peut l'apprendre relativement facilement. Et maintenant que chacun utilise son téléphone portable comme il l'entend, c'est pas la responsabilité des fabricants de portables. Il faut savoir comment sont utilisés les téléphones portables. C'est pas la quantité de téléphones portables qui compte, ou c'est comment les gens l'utilisent. Si c'est pour dire un peu n'importe quoi, ou si ça a vraiment une certaine valorisation. Quand un astrologue parle, c'est pas pour dire des choses inutiles, mais des choses qui vont vraiment être utiles à la personne. Donc, je veux dire, c'est une valorisation. C'est pas uniquement du blablabla pour parler, c'est pour vraiment donner un renseignement qui va vraiment être utile à une personne. Vous comprenez ? Le renseignement va être utile, mais l'outil ne sera pas là. Non, l'outil, vous allez appliquer l'outil, mais la personne aura une application ponctuelle, elle n'aura pas connaissance de l'outil. D'abord, quand vous êtes généreux, dans une relation humaine, il n'y a pas que ce que vous entendez avec vos oreilles. Quand vous êtes aimant, tout votre être passe chez l'autre. Autrement dit, quand on rencontre un médecin, on a un peu la connaissance du médecin. Et quand on rencontre un astrologue, on est un peu astrologue, au moins pendant un temps. Excusez-moi, le médecin, lui, sa spécialisation, c'est le corps humain. Bon, l'astrologue, lui, sa seule spécialisation, c'est l'outil astrologique. C'est pas les êtres humains.
C'est l'outil astrologique, c'est un outil astronomique qui est quelque peu transformé, mais de quoi l'astrologue est-il spécialiste? À la façon d'un médecin. Un médecin, je sais qu'il est spécialiste du corps humain, un historien il est spécialiste de l'histoire, un psychologue il est spécialiste de la psychologie, mais l'astrologue il est spécialiste de quoi? Il peut simplement mettre son outil au service des différentes spécialités. Il n'est pas au même niveau que le médecin. Il est au-dessus du médecin. Le médecin, lui, c'est un praticien. L'astrologue est-il un praticien? C'est ça la question. Qu'est-ce que c'est qu'un praticien? Un praticien, c'est quelqu'un qui applique un outil. Et alors, qui est-ce qui va... Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous posais la question de la tradition. Pour vous, par exemple, si vous étiez vous-même un chercheur au niveau de si vous étiez un réformateur de l'astrologie, vous diriez, eh bien, l'astrologue, c'est quelqu'un qui doit s'assurer que l'outil astrologique est correct. C'est-à-dire qu'il est cohérent, il fonctionne bien. Mais comme vous êtes surtout un praticien, vous surévaluez le rôle du praticien et vous sous-évaluez le rôle de l'astrologue qui doit gérer la qualité de l'outil. Il faut dire que je ne suis pas devenu astrologue du jour au lendemain. D'abord, je n'ai pas décidé d'être astrologue. C'est des gens qui m'ont demandé. Ouais. Autrement dit, je ne suis pas passé par praticien, moi. J'ai commencé par le gai savoir, c'est-à-dire par enseigner aux autres. Mais enseigner aux autres... Attendez. Quelque chose que vous n'aviez pas vous-même conçu. Que j'avais étudié à travers tous mes proches et moi-même. On m'a demandé de donner... Les gens m'ont demandé tout simplement de dire comment j'avais utilisé cette méthode, à quoi ça m'avait servi, si ça avait servi à quelque chose, qu'est-ce que j'avais découvert avec. Et donc, comment on faisait pour monter un thème astrologique, etc. Moi, j'ai appris aux autres d'abord à monter des thèmes, parce qu'ils m'ont demandé à comment on fait, à monter certaines techniques, à ouvrir ça sur le présent, c'est-à-dire sur les événements qu'il y avait dans le monde et dans le journal et dans leur vie. Donc les ouvrir au présent à travers cette connaissance. Et aussi ce qui se passait dans le ciel, et à contempler les étoiles, et contempler les planètes aussi quand on pouvait les voir. On sortait dans la rue, on regardait quel beau soleil, où Jupiter était dans le ciel, etc. On regardait. Donc je veux dire, il y avait aussi ces moments d'exaltation, de gentillesse au lieu du moment. Mais moi j'ai commencé par enseigner. Un ingénieur, prenons le cas d'un ingénieur. Et petit à petit, il y a une personne qui me disait, mais moi je ne peux pas répondre à cette question-là. Comment vous utilisez, vous, pour répondre à cette question-là? Comment vous utilisez, quels moyens vous utilisez pour répondre à ça? Et puis j'ai trouvé des choses, j'ai réfléchi, etc. Et j'ai trouvé des solutions. Et j'ai répondu à une personne, puis à une autre, puis à une autre. Puis d'un seul coup, il y a une personne qui m'a dit, mais bon, moi, essayez de me faire mon thème astrologique, parce que moi, quand j'utilise les outils, je n'arrive pas bien à comprendre. Montrez-moi comment vous utilisez vous. Donc moi, j'ai commencé comme ça, par l'enseignement. Et par répondre à quelques personnes qui n'arrivaient pas à trouver facilement des réponses sur leur travail. Donc moi, j'ai commencé par un outil pédagogique. Oui. Et petit à petit, il y a des gens qui m'ont dit, mais est-ce que vous pourriez me faire mon thème astrologique? C'est pas tout à l'heure en étant en explication avec ces gens-là, parce qu'ils étaient à la fois mes élèves, pas des élèves sans médecin que mes élèves, mais ils étaient comme des élèves avec un professeur, mais qui leur montre un peu comment il fait. Oui. Mais tout à l'heure on parlait justement c'est tout à différent. Tout à l'heure on parlait de l'exemple de clients qui n'étaient pas vos élèves. Bon. Alors, après, maintenant, vous parlez de cas de vos élèves. Alors, évidemment, c'est pas du tout pareil. Non, mais je vous dis comment moi j'ai fonctionné. Vous me prenez à l'envers. Moi, je ne suis pas parti du praticien. Non, je sais. Mais de celui qui enseigne. Mais maintenant, d'accord, mais je suis d'accord. Mais maintenant, vous avez... Et je suis devenu astrologue malgré moi. Voilà, c'est ça. Praticien. C'est-à-dire qu'on m'a demandé de répondre à des questions. Alors, c'est peut-être pas ce que vous vouliez. Moi, j'ai jamais voulu. Ah ben voilà. J'ai jamais voulu devenir un astrologue. Ah ben voilà. Mais je suis devenu par bonté. Ben oui. C'est-à-dire, j'ai essayé de répondre parce que j'avais une conscience plus adaptée qu'eux à répondre à ce type de questions par l'astrologie. Mais l'astrologie vaste, aussi bien l'astrologie des 5 éléments
que l'astrologie des Lumières. Il faut voir que les jours de la semaine, ça compte, les heures planétaires, l'heure du soleil, etc. À chaque moment, il y a des choses intéressantes. Et là-dessus, donc, j'ai enseigné aussi des livres. Moi, j'avais lu certains livres qui m'avaient apporté. Donc, j'ai conseillé à la fois aux gens les ouvrages que tu avais lus. Oui. J'ai pas caché Oui. les origines de mon savoir. Oui, oui. Non, mais effectivement, là, on a deux catégories différentes. Et alors, donc, après, je suis devenu un spécialiste dans la mesure où beaucoup de gens sont venus me voir parce que j'ai, comment dire, attiré des gens par curiosité d'abord, puis comme je répondais à leurs questions, et puis en répondant à leurs questions, je réapprenais aussi à répondre à d'autres questions que je n'avais même pas pensé par l'astrologie, répondre. Et après, j'ai trouvé aussi de certains ouvrages qui répondaient aussi sur ces questions-là. Oui. Mais là, si vous voulez, à la limite, la question qu'on pourrait poser, c'est est-ce que vous avez formé des astrologues? Non. Est-ce que vous avez formé des gens qui pouvaient effectivement utiliser l'outil en connaissance de cause, Oui. mais vous les avez, est-ce que vous les avez, est-ce que vous leur avez, vous avez en cours, quand vous leur avez dit, mais qu'est-ce que vous les avez, et c'est là que je me pose une question grave, est-ce que quelque part vous leur avez pas laissé comprendre qu'ils pourraient utiliser leur savoir astrologique avec des gens qui ne connaissent pas? C'est-à-dire que, est-ce que vous leur avez dit, ah ben, il n'y a que les gens qui ont appris l'astrologie qui peuvent s'en servir, ou est-ce que vous leur avez laissé entendre que grâce à ces connaissances que vous leur donnez, ils allaient pouvoir donner des consultations à des gens qui connaissent? Non, moi je conseille. Moi, ce que je donne, je ne conseille rien aux gens. Donc de vous n'avez faire pas formé des astrologues? Je ne forme pas des astrologues. Moi, je dis vous avez formé des personnes je réponds aux questions des gens. Comment? Je réponds aux questions des gens si je peux répondre, mais je ne suis pas un formateur de professionnel. Donc vous avez été un petit peu pris au jeu, en quelque sorte, si j'en comprends bien. C'est-à-dire que vous, tout d'un coup, il y a des Maintenant, gens... je vais vous raconter... Il y a des gens qui vous posent des questions, qui ne veulent pas devenir élèves, mais qui veulent quand même des réponses. Exactement. Mais sur le moment, ils voulaient devenir quand même élèves jusqu'à un certain niveau que je ne savais pas. Ils apprenaient aussi des choses en commun, on partageait. Mais je me rappelle d'une chose merveilleuse. Ce groupe a duré des années, et il s'ajoutait d'autres personnes, c'était plein à craquer aussi. Une petite pièce. Il n'y avait pas de scène. Vous avez des photos de cette époque? Non, il n'y a rien, il n'y a pas de photos. Ils ont été assis sur les bords des fenêtres. Ouais, ouais. C'était pas possible. C'est incroyable, ouais. C'était pas possible. C'était une époque tout à fait merveilleuse. Et donc, les gens s'aimaient. Et ce que j'ai appris plus tard, ils ont enregistré une partie, ont enregistré tout ce qui a été dit. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'aucun d'eux, je pense, est devenu un astrologue. Non. Mais cependant, je vais vous dire, la plus belle chose et la plus belle récompense que j'ai eue, Ouais. ils sont heureux. Oui. Le but de l'existence, à mon avis, c'est pas de faire de l'astrologie, c'est d'être heureux. Et je me suis aperçu donc que je n'avais pas fait des astrologues, et moi qui avais bûché l'astrologie pendant des années, qui avait essayé d'essayer de faire qu'elle soit mieux comprise et peut-être utilisée par différents personnages de la science et de la connaissance, aussi bien dans l'université, j'ai essayé de repasser dans l'université pour faire passer en université, j'ai essayé de beaucoup de choses, mais ça n'a pas passé nulle part. Et donc, ça a passé, mais les gens ne sont pas devenus astrologues à travers moi, mais par contre ils se sont beaucoup aimés. Ils ont passé de très bons moments, ils étaient heureux, et ils ont toujours gardé en leur cœur des belles choses qu'ils ont vécues à ce moment-là. Et c'est ça la plus belle récompense. Et c'est pas l'astrologie. Oui, effectivement, c'est oui, c'est respectable, effectivement. Mais c'est vrai qu'on peut penser... si vous voulez, il y a un non-dit dans ce que nous sommes en train de discuter, c'est qu'en fin de compte, vous pratiquez une astrologie qui est quand même relativement complexe. Et la question de savoir si on ne pourrait pas... Parce que si on veut mettre... Bon, tout à l'heure, je vous ai dit, cet outil astrologique, finalement, il est bien compliqué. La question, effectivement, si on arrivait à un outil relativement simple d'explication, simple d'utilisation, là, effectivement, on pourrait le répondre assez largement. Mais tant que cet outil tant que reste très complexe, c'est quasiment inconcevable. C'est la lourdeur même de l'outil qui rend impossible la possibilité de répandre l'astrologie dans le monde, dans le public. Même regardez les horoscopes des journaux, les gens lisent les textes, mais ils ne comprennent pas comment on les fabrique.
Ça devient, c'est très hermétique. Ils comprennent parfaitement chaque mot qui est dit dans le texte, mais ils n'ont aucune connaissance, et je dis bien aucune connaissance, tellement qu'il y a des gens qui disent que ce ne sont même pas les astrologues qui écrivent ces textes. Donc ils n'ont aucune connaissance, ni de près ni de loin, de la façon dont les astrologues parlent de l'avenir, par exemple. Maintenant, comme je ne suis plus vraiment un astrologue, je vois la vie sur un autre angle. Tous les jours, l'astrologie, c'est pas de l'astre, c'est de quoi je suis fait chaque jour. Qu'est-ce que je ressens chaque jour? Je vois des liquides, je sens ma chaleur, je ressens de la lumière, mes yeux sont lumineux, je vois des choses et des couleurs. Je peux toucher les choses et les sentir, plus ou moins rouilleuses ou autre chose. Ces 5 sens. Je peux respirer un air et ressentir comment il enfle mes poumons, comment il entre, comment il sort, etc. Je peux ressentir ma conscience et quelquefois des idées qui viennent à ma conscience. Mais c'est quelque chose que je vis tous les jours. Ça passe dans mon quotidien. Oui, alors là on revient à ce Et le que quotidien, j'en ai pas besoin en fait. Ça me rend heureux de vivre. Qu'est-ce que c'est qu'un outil? C'est pas de faire des choses. C'est quelque chose qui nous permettra d'être plus heureux. Si une connaissance ou un moyen vous amène à être plus heureux, c'est une réussite. Si ce bonheur est grand et vaste et permanent, c'est encore une plus grande réussite. Tous les jours, je ressens ça. Quelquefois, je peux donner un détail, comme ça. Je vais vous raconter une histoire bizarre et étrange, parce que les astrologues, dans la sincérité, ils calculent différemment. Je me souviens, j'avais lu un ouvrage qui indiquait la fin des temps, parce que c'est une question qui se pose beaucoup en astrologie à notre époque. La fin des temps, quand est-ce que ça pourrait arriver, la fin du monde? Et alors donc, j'avais essayé de calculer comment ça pouvait être, et cette question, et donc j'avais vu que certains avaient déjà répondu. Par exemple, Steiner, par exemple, Pichon. Pisson, peut-être aussi, mais aussi Raman, l'astrologue indien, mais extrêmement mathématicien. Vivier Raman. Et puis bien d'autres. Et j'avais trouvé un livre qui mentionnait à peu près une dizaine de réponses d'êtres comme ça. Et je me suis dit, tiens, je vais voir si je trouve. Et j'ai pris un calcul tout à fait extraordinaire, j'ai eu une intuition fantastique. Et d'un seul coup, je suis tombé sur une date, et j'ai regardé. Je suis tombé sur la date de Raman. Exactement la même. Lui, il passait par un calcul complètement incroyable au niveau des calculs indiens, mais qui sont extrêmement compliqués. Et moi, je passais par un calcul complètement différent et je tombais à la même date. Et ça, c'était intéressant. Tout ce que je pouvais noter, c'est qu'à un moment, la conscience répond. Mais en même temps, je me suis aperçu que le destin des êtres n'était pas un destin de fatalité. Dans chaque être, l'astrologie, c'est pas pour être fatal, c'est pour être utile et sortir de la fatalité. C'est juste l'inverse que disent les dents. L'instrument de l'astrologie, c'est une connaissance pour aider les gens à faire des choix d'une façon plus judicieuse. Ça leur apporte un moyen supplémentaire de choix possible. Autrement dit, c'est pas quelque chose qui va arriver, c'est pas un destin, une fatalité. Ce sont des possibles qui peuvent arriver, mais si on joue sur les possibles, on les fait changer. Autrement dit, c'est une perspective de compréhension de nos actes qui fait changer notre manière d'être. Et à ce moment-là, ça fait changer les êtres d'une façon heureuse.
Le tout, c'est que ça soit un outil raisonnable, c'est-à-dire un outil que les gens ne prennent pas pour un outil divinatoire, mais un outil qui permette aux gens de trouver des solutions qui leur sont bénéfiques dans le présent. Dans le présent déjà. Pas dans l'avenir, dans le présent. Mais cet outil, Gilles Fonfrette, si j'ai bien compris, en tout cas quand vous parlez, parce qu'on parle surtout de l'astrologie individuelle, parce que parler du bonheur des gens qui viennent consulter, c'est une chose. Maintenant, le bonheur d'un médecin qui ferait bien son travail, c'en est une autre. Le bonheur d'un historien qui ferait bien son travail, c'en est une autre. Donc, si vous voulez, c'est pas que le spécialiste, d'ailleurs, je dirais même que le spécialiste, c'est pas... Le bonheur d'un spécialiste, c'est de mieux comprendre son propre domaine. Et je ne veux pas être un spécialiste. Non, mais je parle pas de vous, je parle des gens. Je veux dire que, par exemple, l'astrologie, on peut très bien avoir l'astrologie dans les fleurs, par exemple. Je parle des spécialistes. Pour moi, les spécialistes, ce sont ceux qui vont consulter l'astrologue, c'est pas l'astrologue. Si vous voulez, quand vous regardez les plantes, vous dites qu'il y a tant en relation, vous savez, le traité des signatures, oui. Vous dites ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas, ce qui est en haut, pour que ça harmonise le haut et le bas, les sphères. Ouais, bon. C'est important, mais dans les deux sens. Les astres sont aussi bien dans les plantes que les plantes dans les astres. Vous pouvez percevoir les astres dans les plantes et aussi bien les plantes dans les astres. Et même si on voulait faire un jeu de mots, les plantes et les planètes. Les plantes les ou les planètes. Les mots se ressemblent. Les plantes ou les planètes, ou les fleurs et les étoiles. Comme je dis quelquefois, les papillons ce sont des fleurs volantes et les oiseaux ce sont des feuilles volantes. Donc je veux dire, pourquoi? Parce que les papillons reviennent toujours aux fleurs et les oiseaux reviennent toujours aux branches d'arbres et comme les feuilles se posent sur les branches. Si vous voulez, le problème que je voudrais aborder maintenant, c'est effectivement que... Donc dans la vie de tous les jours, vous pouvez voir les astres à travers les couleurs, à travers les senteurs, à travers les différents phénomènes que vous voyez apparaître. En fait, tous ces astres, parce que astre, ça veut dire aussi jour, en tibétain, quand vous dites lundi, mardi, vous appelez ça planète. La planète lundi, la planète mardi, etc. Ou nous on dit autrement, le jour de la lune, c'est lundi, le jour de Mars c'est mardi, et mercredi, Mercure, etc. Il appelle ça planète. C'est-à-dire, le mot planète signifie le jour. Ouais. Le jour de la planète. Oui. Et c'est à la fois le jour, la lumière de la planète et la planète. Bien que je ne sois pas en rapport avec les planètes, justement. Puisque le lundi n'est pas en rapport avec la Lune, c'est une abstraction. Donc c'est plutôt la valeur, là il y a un problème, c'est plutôt, quand on dit par exemple le jour de Mercure en français, ça peut être aussi bien la planète que le dieu, ce qui est plus intelligent. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que c'est l'énergie mercurienne, et pas forcément la planète Mercure, parce que la planète Mercure, elle n'a rien à voir avec... Elle ne va pas astronomiquement se trouver tous les mercredis à un endroit particulier du ciel, enfin, ça n'a pas de sens. Pourquoi pas? À travers nous. Donc je veux dire que c'est pas... Pourquoi elle ne vivrait pas à travers nous, et nous à travers elle? Non mais je veux dire que... Pourquoi le soleil ne vivrait pas à travers nous, et nous à travers le soleil? Non, mais aucun astrologue ne va penser une seconde que... le jour de Jupiter, Jupiter est particulièrement placé dans le ciel. Hein, c'est une convention qui répartit les planètes entre les jours de la semaine entre les 7 planètes, point final. C'est comme pour les heures planétaires. Les heures que vous avez les heures planétaires, ça ne veut pas dire que les planètes sont là au moment où c'est l'heure de Jupiter ou c'est l'heure de Saturne. Si on met comment dire, une planète en rapport avec un organe, on dit par exemple la planète Jupiter représentée par le foie. Voilà, c'est une correspondance qui est plus symbolique que réellement astronomique. Le savez-vous? Vraiment? Moi, j'ai tendance effectivement à penser que l'utilisation de la mythologie ne renvoie pas forcément à l'astronomie. C'est une erreur, à mon avis. Je veux par exemple, moi je parle de l'énergie jupitérienne ou de l'énergie saturnienne, sans forcément, en tant que langage, sans forcément renvoyer à la position... Je crois qu'il y a une catégorie d'astrologues
on pourrait même définir que certains d'entre eux croient que l'astrologie, c'est le fait de relier intimement astronomie et mythologie. Et qu'ils ne conçoivent la mythologie que par le biais de l'astronomie. Non, non, bah, je n'en fais pas une mythologie, mais une réalité quotidienne. Non, mais Votre foi, c'est pas une mythologie, c'est une réalité. non, mais la mythologie, pour vous, quand je parle de Saturne ou de Mars, ça veut dire forcément que ça renvoie aux planètes. L'univers est Vous avez du mal à admettre que les dieux, que vous puissiez parler des dieux ou des énergies des dieux sans vous référer automatiquement aux planètes et aux positions planétaires. Vous êtes un microcosme dans un macrocosme, et les cycles qui sont à l'extérieur sont aussi à l'intérieur de vous-même. Pour moi, il n'y a pas de différence. Sauf que vous êtes un microcosme et l'autre, on parle de macrocosme, c'est-à-dire un microcosme un peu plus vaste. Mais c'est tout. Mais on pourrait dire inversement que peut-être que les valeurs mythologiques sont des valeurs universelles et que dans certains cas particuliers, elles renvoient aux planètes. Non. Les valeurs mythologiques ne sont pas universelles, elles correspondent à des moments précis. Les astres aussi. Les astres durent un certain temps, ainsi les valeurs mythologiques aussi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, ces astres sont en rapport effectivement avec certains organes de notre corps. Ça me paraît d'une évidence extrême. Comme la vue est en rapport avec les luminaires, comme les deux yeux sont en rapport avec les deux luminaires, ça me paraît d'une évidence extrême. Mais pourquoi c'est évident? Ben parce que je m'en suis rendu compte, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, c'est quelque chose qu'on peut vivre. Il y a l'astrologie du parler et l'astrologie du vécu. Mais justement, il faut être dans le vécu. Vous pourrez toujours démonter la pomme, mais la manger, c'est quand même autre chose. Mais qui est-ce qui peut parler Au du niveau vécu mental. sinon la personne concernée? La seule personne dont vous, Gilles Fonfrène, vous puissiez parler de façon pertinente, c'est de vous-même. Là, vous avez une légitimité à en parler. Mais parler de quelqu'un d'autre, laisser aux autres le soin de parler d'eux-mêmes en se servant d'un outil astrologique. Mais vous ne pouvez parler que de vous-même. Je ne parle pas de moi-même. Et encore de vous-même sur le plan psychologique, parce que sur le plan médical, vous n'êtes peut-être pas compétent à parler de votre propre corps. Pour moi-même, je n'existe pas. Je ne suis pas né de moi-même. Je suis né de moi-même à un certain moment, mais malgré tout, mon corps n'appartient pas totalement à moi-même. Il fait partie de l'inspire et du souffle de l'univers. Il est sans arrêt, on inspire, on expire. Je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Nous sommes que cela. Nous sommes toujours, je donne, je reçois. C'est tout. Nous sommes que ce mouvement-là d'une façon perpétuelle. On va prendre un autre problème. Par exemple, est-ce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que est-ce que vous pensez que le travail de l'astrologue, c'est le même que celui du psychologue? Est-ce que le travail que fait un client avec un astrologue a un quelconque rapport avec ce que fait un patient avec un psychologue? Monsieur Jacques Albron, j'aimerais que vous parliez de l'astrologie de Monsieur Fonfrène, pas de l'astrologie en général. Oui, eh bien, entendu, je veux bien qu'on fasse cela. D'ailleurs, je crois que c'est inévitable de toute façon. Mais effectivement, je vais développer un petit peu. Le psychologue qui travaille avec son client, avec son patient, et surtout le psychanalyste encore plus, bon, le patient va faire lui-même un travail sur lui-même. Il va faire un travail d'investigation sur lui-même. Donc, quelque part, cette consultation, cette succession d'entretiens va le transformer. Quelqu'un qui aura fait... C'est comme si, par exemple, je demandais à quelqu'un de faire un grand voyage à travers la forêt vierge. Bon, ben, il ne sera pas le même
en revenant de son voyage que quand il est parti. Mais si vous lui évitez de faire ce voyage, est-ce que ça fait sens? Est-ce que si vous évitez à la personne de faire un voyage à travers sa propre nature, en lui disant c'est pas la peine, de toute façon le thème va déjà vous donner les réponses. C'est ça l'une des objections des psychologues, c'est que vous épargnez soi-disant, il y a tellement de gens qui disent « Ah mais moi grâce à l'astrologie j'ai compris très vite des choses que peut-être j'aurais mis beaucoup de temps à comprendre si j'étais passé par un psychologue ». Qu'est-ce que vous pensez de cet argument, Gilles Fonfrède? Est-ce que c'est valable de dire ça? Est-ce qu'on peut dire qu'on peut comme ça échapper à cette quête de soi-même par la psychologie, par les entretiens psychologiques, grâce à l'astrologie, qui nous dispense de ce travail? Mais en nous dispensant de ce travail, en même temps, elle nous dispense d'un certain effort de recherche sur nous-mêmes. Et donc elle nous dispense de développer les muscles et la force nécessaires pour faire ce travail sur nous-mêmes. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas du tout envie de chercher en eux-mêmes. Et donc grâce à l'astrologie, ça leur évite de chercher en eux-mêmes, en fait. Je vais raconter une histoire. Un jour, il y a un jeune homme qui vient me voir et qui, il me dit, voilà, je vais passer mon bac bientôt, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que je vais pouvoir l'obtenir ou pas? Et je dis, oui, vous allez l'obtenir. Ouais. Bien, ça va. Le soir, j'entends un appel téléphonique, je décroche, c'est ta maman qui téléphonait. Elle me dit, mais vous vous rendez compte, monsieur, qu'est-ce que vous avez dit à mon fils? Vous avez dit qu'il aurait son bac, mais il ne va pas travailler, il ne va rien foutre, il va louper son bac à cause de vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un autre jour, une personne vient, elle me dit, je vais faire un voyage en Afrique, en avion. Est-ce que vous pensez que c'est bien que je parte à cette époque-là? Je lui dis non, 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 pour moi, c'est pas une bonne époque pour partir dans cette région en avion. Donc, si vous me demandez en tant qu'astrologue, je vous réponds sincèrement, différez ou n'y allez pas. Elle me dit, mais j'ai pris mon billet, je dois y partir. Ben, je dis, ben, faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Dès qu'on se met à dire quelque chose à un être, à répondre à une question, on se met sous le joug obligatoirement de la réponse inverse. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ce que vous faites. C'est interminable. Si vous le faites avec votre cœur et que votre connaissance vous le permettez que lorsqu'elle est juste de la dire, et lorsque vous sentez qu'elle n'est pas juste, de ne pas dire. Petit à petit, ce qui sort de votre bouche est juste par rapport à ce que la personne doit entendre. Il n'y a pas de réponse à ça. Dès qu'on se met à parler dans un sens, on peut toujours prendre le point de vue inverse. Alors le non-agir apparaît, ne plus être astrologue, etc. C'est pour ça que quand je faisais des études de psychologie, on disait toujours, surtout ne devenez pas des psychologues, parce que vous allez faire l'inverse de ce que c'est que la psychologie, vous allez l'appliquer à une société et non pas à des personnes. Et donc, vous allez rendre les gens esclaves d'une société et non pas libres et plus libres pour eux-mêmes de vivre ce qu'ils devaient vivre. Et en fait, c'est un argument extrêmement valable. Et donc, j'ai donc pas passé mes examens de psychologie à cette époque-là, grâce à ce type d'argument. Ça m'a permis d'être astrologue. Et en étant astrologue, j'ai répondu aussi à des questions, mais en expliquant bien que la personne était libre d'abord de croire ou de ne pas croire, et était libre aussi de faire ou de ne pas faire.
moi je ne prends pas la responsabilité de mentir, mais la personne vient prendre la responsabilité de m'écouter. Elle vient pour m'écouter. C'est elle qui fait une démarche, elle en prend la responsabilité. Mais regardez par exemple les horoscopes des jours, revenir avec ça. Bon, il y a une astrologie populaire. Les gens, bon, c'est une astrologie qui est peut-être pas très heureuse, tout ce qu'on voudra, mais enfin, elle a le mérite d'exister. C'est une astrologie où les gens, par exemple, entre eux, disent, voilà, ah, les gens du Sagittaire sont comme ça, les gens du Capricorne sont comme ça. Ils comprennent ce qu'ils font. Ce n'est pas une astrologie individuelle. C'est une clé, les 12 signes zodiacaux, quelle que soit leur valeur dans l'absolu, ont le mérite d'être une clé que beaucoup de gens comprennent et que beaucoup de gens utilisent. Et ils n'ont pas besoin de faire le thème natal de toutes les personnes qu'ils rencontrent. Ils ont une clé qui, soi-disant, est capable de les aider à comprendre globalement. Par exemple, quelqu'un qui connaît une 12 signes zodiacaux, toute personne qu'il rencontre, il sait automatiquement de quel signe elle est. Donc il sait à peu près retrouver une signification pour cette personne. Bon, là, on est en train de parler depuis le départ du thème natal, qui est tout à fait autre chose, qui est quelque chose de totalement personnel, totalement individuel, et qui de toute façon peut tout au plus servir à la personne, mais pas aider la personne à comprendre le monde autour d'elle. Bon, donc la question, Monsieur Fonfrène, que je vous pose, c'est est-ce que l'astrologie est-ce qu'elle est capable de fournir au public des outils qui pourraient utiliser facilement et qui seraient beaucoup plus simples à utiliser que le thème natal. Parce que le thème natal, c'est quelque chose... Il n'y a pas que le thème natal en astrologie. Moi, je ne suis pas du tout, je ne sais pas si vous le savez, un adepte du thème natal. Et je crois beaucoup plus aux cycles globaux, aux grandes catégories qu'au thème natal. Le thème natal, c'est une invention des psychoastrologues pour appliquer l'astrologie au domaine qui est le leur, qui est celui de l'individu. Mais l'astrologie n'est pas obligée d'être d'une psychoastrologie. Elle peut être une astrosociologie, une astrohistoire, une astromédecine, tout ce qu'on voudra. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un déficit au niveau de la communication ? Et si on vous demandait, par exemple, est-ce qu'il y a des connaissances qu'on pourrait répandre dans le public d'ordre astrologique, qu'est-ce que ce serait ces connaissances ? En sachant très bien que ça ne peut pas être le thème natal. Le thème natal, ça c'est le non-dit de notre discussion depuis le départ, c'est que pour vous, l'astrologie, c'est le thème natal. Or, le thème natal, on sait très bien que ça peut pas, on ne peut pas connaître le thème natal de tous les gens qu'on rencontre, on ne peut pas savoir et apprendre à interpréter le thème natal, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une astrologie plus simple qui, elle, en revanche, pourrait être utilisée beaucoup plus largement ? Ou est-ce que, pour vous, vous êtes un fervent partisan du thème natal comme étant l'outil astrologique par excellence ? Non, bien sûr, le thème natal n'est pas l'unique thème. Quand une personne venait, je montais 5 thèmes. Ah oui. Ça me prenait déjà 2 heures de travail. Et donc le thème, en tout cas le mot thème est un mot important pour vous. D'ailleurs, depuis le Un départ... thème, c'est une question de linguistique. Hein, non, mais je veux dire, vous dressez un schéma. Vous dressez un schéma pour un moment donné. Pour un moment donné. Donc pour vous, c'est ça l'astrologie. L'astrologie, c'est... Écoute, je vais dire quelque chose. C'est très simple. Qu'est-ce que les gens vous demandent ? Ils demandent de se localiser dans le temps et dans l'espace. Non, ils demandent un outil qui leur permette de comprendre leurs problèmes. Ils ne sont pas, ils sont pas forcément convaincus que leurs problèmes sont individuels. Quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui va voir un médecin, il n'est pas convaincu d'être un être humain complètement à part. Il veut simplement que le médecin le rétablisse dans la norme médicale. Il n'a pas envie que le médecin en considère qu'il est un cas à part. Pourquoi voudriez... Alors l'astrologue, lui, par contre, on a l'impression qu'il voudrait que chaque client soit un cas à part. Vous voudrez que le médecin, pour les clients... Bien entendu que pour un médecin, chaque client est un cas à part, mais c'est un cas à part qui renvoie au même modèle. Or, en astrologie, on a l'impression qu'il n'y a pas un même modèle pour tout le monde. Heureusement. Mais en médecine, il y en a un. Même s'il y a des gens qui s'en éloignent pour une raison pathologique. Je ne parlerai pas pour tous les médecins parce que je n'en sais rien, mais je peux pas. Le médecin, il apprend comment fonctionne le corps humain. Il n'y a pas 36 000 façons pour un corps humain de fonctionner. À ma connaissance, il n'y a pas médecin diplômé. Non, mais il y a quand même vous dites vous-même qu'il faut être un honnête homme. Vous savez très bien comment ça se passe au niveau de la médecine. Même au niveau de la psychanalyse, il y a aussi des schémas généraux qui sont valables pour tout le monde. Le complexe de l'Oedipe, c'est pas valable pour monsieur X ou Y, c'est valable pour tout le monde.
Non, Si, c'est considéré, c'est ça le principe. non, Comment? non, non, En tout cas, pour les hommes, en tout cas. non. Peu importe, quel que soit, il y a des domaines où l'on propose un schéma qui est globalement valable pour toutes les personnes ayant une histoire normale de vie, etc. Je parle pas de pathologie, je parle pas de Non, y quelqu'un a qui pas soit né, d'histoire je parle normale. de gens qui sont Il n'y a normaux. il y a pas d'histoire normale de vie. Je veux reprendre votre idée de complexe de l'hype universel. Quand j'étais étudiant en psychologie, ceci m'avait frappé. Et j'étais étudiant en sociaux aussi. Et donc, c'est bien de comparer ces deux Ah oui. connaissances, c'est bien plus intéressant. Et donc, j'ai étudié aussi les ethnographes et les ethnologues. Et il s'était aperçu la chose suivante, c'est que le complexe d'Oedipe n'était pas universel. Chez certains peuples qui n'ont pas la parenté comme la nôtre, qui c'est la mère qui joue un rôle important et l'oncle paternel qui joue un rôle important dans la parenté, le complexe d'Oedipe n'existe pas. C'est pour des peuples de Mélanésie. Enfin, écoutez, s'il n'est pas universel, il est valable pour une très grande quantité de gens dans une très grande quantité de pays. Ne jouons pas sur les mots. Cela dépend de la structure de la parenté. Non mais d'accord. Alors, employons pas le mot universel. Il concerne un très grand nombre de personnes. Attendez, je vous explique. Il dépend de la structure de la Oui, parenté. bien sûr, bien sûr. Mais il reste que c'est un outil qui est utilisable et applicable à un nombre considérable de gens. Bon. C'est le même, donc finalement, le psychanalyste, lui, alors évidemment, s'il tombe sur des cas à part, eh ben, il ne va pas pouvoir travailler, c'est clair. Mais dans 90% des cas, il va pouvoir travailler. Non plus. Pas dans 90%, parce que chaque complexe d'Oedipe, de toute façon, il va s'exprimer d'une manière un peu différente. Oui, eh ben c'est au psychanalyste justement de voir comment c'est. Eh ben, vous allez dans mon sens. C'est justement l'application du modèle à des situations particulières. Mais c'est le même modèle qui va se moduler selon les situations particulières. Eh bien, c'est ça qu'il faudrait faire en astrologie. Il faudrait proposer un même modèle, quitte à l'appliquer de façon particulière à chaque cas. Et non pas à créer un modèle pour chaque cas. Eh bien, moi, je préfère modeler les gens selon ce qu'ils sont, plutôt que de les remodeler selon un modèle normatif. Voilà. Le modèle normatif ne m'intéresse pas. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Mais, C'est ça qui est derrière votre pensée. mais pourquoi? Parce que pour qu'un individu puisse s'épanouir, Donc l'astrologie serait en quelque sorte une idéologie qui affirmerait l'unicité de l'individu. C'est ça qui est derrière votre discours en fin de compte? non. Je vous ai expliqué tout à l'heure que la structure de la parenté, aussi bien pour avoir un enfant que pour avoir des qualités qui se développent à travers la personne ou à travers la famille selon la structure de la parenté et de l'économie du lieu, etc. Ça fait que les gens expriment certaines choses ou d'autres choses. C'est-à-dire que selon que la personne habite dans un milieu ou un autre, et qu'elle vit d'une certaine manière, certaines choses vont s'exprimer et pas d'autres. Il y a une liberté toujours dans l'individu. Il y a aussi le fait que si la personne suit un certain chemin, elle va aboutir à certaines conséquences. Certains actes amènent certaines conséquences. Le révéler à la personne, ça c'est une chose extraordinaire. Parce que, après tout, il y a beaucoup de gens qui vivent des destins qu'ils aimeraient bien connaître un peu mieux. Pas pour tricher avec, mais pour éviter les problématiques qui reviennent souvent. Parce que qu'est-ce que les gens veulent? C'est être plus heureux. À quoi ça sert un médecin ou à quoi ça sert un astrologue? C'est à soigner une personne, à aider une personne pour qu'elle soit plus heureuse. Ce sont des soins palliatifs? Les moyens, pas palliatifs. Si c'est pour s'accepter, vous savez qu'est-ce que c'est que les soins palliatifs? Quand quelqu'un ne peut plus être rendu à la norme, eh ben on lui donne des moyens d'être comme il est. C'est un échec pour la science, les soins palliatifs. Quand on ne peut pas ramener la personne à une norme, eh bien on la laisse avec sa maladie, on la laisse avec sa pathologie. C'est ce qu'on appelle les soins palliatifs. Mais moi je ne connais pas de normes. Quand vous dites des normes, moi je ne connais pas. L'astrologie,
l'astrologie est par définition vouée à fournir des normes. Autrement, c'est pas la peine qu'elle existe. C'est sa vocation principale. C'est pas la peine d'aller voir le cosmos pour ne pas parler d'une norme de l'être humain sous l'angle astrologique. Donc, et même par exemple, quand on parle des 12 signes zodiacaux, on est quelque part dans un processus normatif. Ça veut dire que normalement, je ne suis pas en train de défendre ça, je donne ça à cet exemple, les gens croient ou pensent à juste titre, ou à tort et à raison, que le fait d'être bélier, c'est la norme pour les gens qui sont du bélier, et que bon, il peut y avoir des différences qui sont liées à tel et tel autre facteur, par exemple le fait que dans le thème il y a ceci ou cela, mais globalement, ce sont des éléments qui nous éloignent de la norme, de même que quelqu'un qui est malade, eh bien, on va déterminer qu'est-ce qui s'est détraqué et qui fait qu'il n'est plus normal. Et la question, c'est toujours c'est pour ça que je vous dis, à la limite, on est dans la thérapie de toute façon. Toute forme d'intervention est de l'ordre de la thérapie. Il s'agit de soigner quelque chose qui s'est détraqué. Et pour savoir quelque chose qui s'est détraqué, il faut savoir comment fonctionne le système normalement. Autrement, on est dans une sorte d'apologie et de justification de la pathologie. Imaginez que vous alliez voir un médecin qui ne connaisse rien à l'anatomie et qui soit incapable de vous rétablir une jambe que vous avez cassée parce qu'il ne connaît rien au fonctionnement des jambes. Vous seriez rassuré, monsieur Fonfred? Vous voudriez bien, dans ces cas-là, qu'on vous remette en état normal. Vous n'aurez pas envie qu'on vous laisse boiteux. Bon, alors il va vous retourner, il va vous remettre dans la normalité de votre fonctionnement. D'abord, je vais vous dire quelque chose. J'ai pas envie de me casser une jambe. Et je n'irai pas avoir un médecin pour ça. D'ailleurs, la jambe n'est pas cassée. Mais il y a des raisons qui font qu'un accident ou un incident se produit. Et qu'on va voir tel ou tel médecin plutôt qu'un autre. C'est pas que l'ignorance, c'est aussi un mode de vie qui nous entraîne à vivre dans une certaine modalité de l'ignorance ou d'une normalité de l'ignorance et qui aboutit à une certaine problématique qu'on ne peut pas aider tous les gens qui vivent dans une certaine normalité d'ignorance, je dirais. On est d'une certaine manière, mais pas complètement non plus. Regardez par exemple notre ami qui nous a apporté une tronçonneuse qui ne marchait pas. Qu'est-ce qu'il voudrait? Que sa tronçonneuse remarche normalement? Il n'a pas envie que vous lui disiez que c'est normal que cette tronçonneuse ne marche pas et qu'il a travaillé avec une tronçonneuse qui ne marche pas. Mais écoutez, soyons sérieux. Les gens ne veulent que ça. Ils veulent qu'on leur rétablisse leurs machines, leurs outils, leur corps dans la normalité. Notre ami tibétain, qui pourtant vient d'un monde très spirituel, il vient en nous disant, voilà, est-ce que vous pouvez remettre en état ma tronçonneuse pour qu'elle fonctionne comme les autres? Il n'a pas envie que vous la considériez comme un cas particulier, sa tronçonneuse. Même si c'est sa tronçonneuse, il faudrait que sa tronçonneuse fonctionne comme toutes les autres tronçonneuses. Oui, mais c'est pas le cas. Oui, mais il voudrait que ça soit comme ça. Et il vient pour ça. Non. Il vient vous voir. Non, il veut que ta tronçonneuse marche comme elle marche, ta tronçonneuse. Il veut pas qu'elle fonctionne comme une autre tronçonneuse. Ouais, d'accord. En tout cas, il va demander à quelqu'un de la réparer, et cette personne qui va la réparer est censée savoir comment fonctionnent les tronçonneuses, et il va la réparer pour qu'elle marche comme les autres tronçonneuses. Pas comme une autre tronçonneuse, comme sa tronçonneuse. Bon. Mais comment peut-il, lui... Enfin bon, il m'a expliqué d'ailleurs que sa tronçonneuse, il y avait ça à faire. Mais c'est pas la seule. Il n'y a pas une tronçonneuse qui est fabriquée à un modèle unique. Soyons sérieux. Il y a des centaines de milliers de tronçonneuses du même modèle. Alors effectivement, sa tronçonneuse, elle n'est pas unique en son genre, cette tronçonneuse, que je sache. Elle n'a pas été fonctionnée de manière artisanale à un seul exemplaire. Non, mais elle peut avoir un problème que les autres n'ont pas ou autre chose. Je veux dire que c'est pas parce qu'elles sont à peu près exemplaires qu'elles ont toutes le même problème. Je veux dire qu'il y a toujours des choses différentes, même avec des modèles qui vous paraissent exemplaires. Il y en a qui n'ont pas d'ennui, il y en a qui en ont. Comment vous expliquez ça? Non, ce qui est intéressant dans vos questions, c'est que vous m'amenez sur un terrain, vous voulez m'amener sur un terrain de la normalisation. Ou d'un refus de la normalisation. Et de la normalité. Je vais vous répondre par une question psychiatrique. J'ai vécu quelque chose à l'hôpital de Nantes, parce que j'étais infirmier, et en même temps j'étais étudiant en psychologie.
Je travaillais dans un pavillon d'entrant, puis après dans un pavillon de chronique pour différentes raisons. Bon, pavillon fermé à clé, où ils n'en sortaient pas depuis des années pour la plupart, considérés comme dangereux ou déments ou autre. Ceux-là, on pensait même, ils étaient considérés comme incurables, plus ou moins. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des cas où le seuil de normalité est dépassé, on ne cherche même plus à les rendre normaux. Attendez un instant, s'il vous plaît. Alors donc, vous avez les traitements de faveur, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des doses habituelles réservées à la posologie normale, ils avaient des doses multipliées par 10 ou 100. Donc là, on pensait de la normalité du Vidal, de la normalité habituelle déjà. Donc il y avait déjà quelque chose qui n'était pas normal dans cette anormalité. Et puis j'étais avec des gens qui étaient assez jeunes et on avait décidé donc un jour que ça ne se passerait pas comme ça. Et qu'au lieu d'avoir 100 personnes dans un pavillon, que les doses soient augmentées sans cesse à des degrés complètement incroyables, que les gens étaient enfermés dans des pavillons étonnés dans une cour dégoûtante, que tout ceci devait cesser. Donc on a prévu les internes, on a changé, on a changé, comment dire, tous les posologies, on a repris toute la liste des posologies, tout était changé. Ces gens-là étaient là depuis des dizaines d'années pour certains, considérés comme démons à vie et ils devaient mourir à l'hôpital. Et donc, on a changé les posologies, on a baissé énormément les posologies, incroyablement même. Le médecin chef de service a été viré de l'hôpital. L'hôpital a été détruit et s'est transformé en pavillon de 30 personnes. Ces chroniques étaient enfermées à clé qui ne pouvaient pas sortir, se trouvaient à ce moment-là dans des pavillons ouverts où tout le monde pouvait sortir. Ils n'étaient plus considérés comme chroniques. Et certains qui n'avaient jamais pu retourner chez eux, on appelait ça la sectorisation, sont retournés chez eux. On a trouvé des parents ou des amis qui les ont remis dans leur monde, dans leur milieu. Ils sortaient de l'hôpital et ils sont remis à vivre chez eux alors qu'ils étaient condamnés à vivre à l'hôpital. C'est quoi la norme ?